bien le bonjour. Non, ça se passera pas comme ça. T'as peu, ouais. Comment qu'on peut se placer pour que ce soit convivial, tout ça? Comment? Ma shop vac, mon foyer, ça a fait son temps, ça, là. C'est parce que là, où es-tu que mon chum, ce sacré boulet, est malade. Fait que je peux pas faire mes vidéos dans la chambre à mon fils parce qu'il a besoin du lit pour dormir, mon petit minou. Fait que, ben, il est couché dans ma chambre en haut, mais ça a l'air que son sommeil prime, puis il faut qu'il se repose. C'est juste que j'ai l'impression que si je te parle, c'est une logistique épouvantable, ça, là. Hey, pas une pro, moi, là. Hey, gros placement de face. Oh. Hey, la toune de Ray, là, Where's My Husband, ça suffit d'être bon de même. Peut-être que j'aurais changé comme le téléphone de côté. Baby! Fait que bienvenue chez nous. Congélateur, chabac, foyer, poêle à bois, petite boîte, grand désordre, vomi de chat. Bon, je fais mon possible avec ce que j'ai, puis c'est cela, là, hein? Alors salut, je me présente, moi c'est Flore, je suis un parent proche aidant, une maman proche aidante. C'est un double rôle qui existe bel et bien, mais qui est très mal connu. Et le fait qu'on met beaucoup la priorité sur les besoins grandissants d'une population vieillissante dans notre société. Par contre, les statistiques démontrent bien que les enfants différents et les diagnostics tardifs existent. Et puis que les besoins sont bien réels et là, et c'est pour ça que je parle. Alors, il y a déjà une vidéo que j'ai publiée hier, qui est une vidéo qui entoure différents sujets, mais dans ce vidéo-là, il y a quand même un bon 30 minutes où est-ce que j'aborde l'introduction de la politique nationale du soutien à domicile, puis je donne quelques idées, tout ça. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir cette vidéo-là aussi. Ça s'appelle, si je me trompe pas, du banal à la politique, la voix d'un parent proche aidant. Je t'invite à le regarder. Parce qu'on parle de l'introduction, mais là, je vais rentrer dans le vif du sujet immédiatement, c'est-à-dire qu'on va parler des axes qui sont présentés dans la politique nationale. On dirait que j'ai un cheveu qui me rentre dans la gueule. I don't like it at all. Alors, je t'apporte à la page 6. Portrait des soins et des services de soutien à domicile. Tu vois-tu, dans le document, il n'arrête pas de dire, mettons, que les proches aidants, c'est les partenaires principaux là, de comme, faire fonctionner ce système de soutien à domicile-là. Et pourtant, il n'y a aucune statistique qui révèle de notre temps donné réel à domicile puis qui aide à genre faire économiser vraiment beaucoup d'argent à l'État, là, tu sais, comme... Même mon chat est en révolte. Fait que c'est ça, là, tu sais, moi j'ai quelques petits trucs à remettre en question déjà en partant. Tu vois-tu, moi j'ai écrit, si on est des partenaires si importants, sont où nos stats? C'est ça, là. Sont où nos stats? OK, tu vas peut-être me dire que depuis la nouvelle loi pour reconnaître les personnes proches aidantes en 2020 qui est sortie, peut-être que vous êtes en train d'amorcer des réflexions sur des statistiques. Depuis 2020, on a dû avoir le temps de faire quelque chose par rapport à ça, certain. Des fois, je me dis, je suis trop désorganisée pour faire ça, là, mais bon. Puis aussi, quand il parle de genre, il y a tel nombre de personnes qui est en attente d'un premier service, c'est quoi le premier service? C'est juste un appel pour dire, nous confirmons que votre demande a été reçue, puis 6 mois de réévaluation de besoins. OK, on n'aime pas ça, non. Puis j'aimerais ça questionner le 2%, heures de service par lieu d'intervention. Il y aurait 68% d'heures dédiées au domicile, 30% qui est donné dans les résidences pour personnes âgées et seulement 2% en ressources intermédiaires et type familial. Really? Ça, 2% dans les ressources intermédiaires et de type familial.
Moore's like, vous intervenez pas du tout là-bas, puis j'aimerais savoir pourquoi. Parce que je suis pas mal sûre qu'ils en ont besoin, eux autres aussi. Pas mal sûre que le personnel qui travaille en RI puis RTF aurait vraiment besoin de plus d'aide. En fait, je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Je sais. Fait qu'anyway, c'est ça que je remets en question, là. Tu sais, c'est comme... Je comprends pas pourquoi les tableaux sont aussi... basic, impertinent, inutile, complètement à côté de la traque. J'aimerais ça savoir. Merci de répondre à cette question dans les plus brefs délais. À la page 7, j'ai mis un étoile à côté. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. J'ai mis un étoile à côté d'un paragraphe que je trouvais très intéressant. On lit ensemble, d'accord? Dans le cadre du soutien à domicile, l'apport considérable de la personne proche aidante et de la dynamique de la dyade, personne aidante, personne aidée, est reconnu. Ah oui? Et la capacité et la volonté d'engagement de la personne proche aidante sont respectées. Non, c'est faux! Parce que dans le système et les professionnels sont tellement ensevelis sous la charge bureaucratique que, en fait, comment ça se passe au soutien à domicile, c'est que dès qu'il y a une famille dont un membre est impliqué, même minimalement, on a tendance à dire « filet de sécurité est correct ». Ouais, elle est correcte, là, mais la personne qui s'en occupe, elle est tout seule, puis elle est épuisée depuis des années. Puis à un moment donné, ben, elle ne sait plus quoi faire, puis elle va le déposer à l'hôpital. Il y a plein de choses là-dedans que vous ne parlez pas. L'affaire, c'est qu'on ne peut pas juste intervenir sur le soutien à domicile. C'est tout le système au complet qui est complètement déréglé. Complètement à côté de la traque. Et c'est absurde que ce soit encore ça en 2026. Absurde. Inacceptable, aberrant, intolérable. Oh, je les ai, les mots, là. Ils viennent tous de frustration et surtout du désespoir. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose avec ça un jour, s'il vous plaît. Un jour comme dans demain, là. OK. Après ça, encore à la page 7, ils présentent 4 grands groupes principaux de soins et de services qu'ils veulent offrir. Ils disent... C'est juste que quand on dit que la capacité et la volonté d'engagement de la personne proche aidante sont respectées, c'est encore nous bullshiter avec c'est un choix, quand c'est purement une obligation. Puis qu'on aimerait ça, avoir de l'aide pour faire respecter le droit de nous aider, qui est la dignité et le droit de rester à la maison. Je trouve que ça, c'est bullshiter le pauvre monde, là. Puis je suis tannée de ce niaisage-là. C'est lourd. C'est fucking lourd. Anyway, ils présentent les 4 groupes principaux de soins et de services de soutien à domicile. Ils disent qu'en première place, ils offrent des soins et des services professionnels. Donc, on parle des besoins médicaux, psychosociaux, thérapeutiques, de la réadaptation, pour maintenir le maintien à domicile. Donc, les soins professionnels. Ensuite, en deuxième place, ils parlent des services d'aide à domicile. Donc, c'est un regroupement de services d'assistance personnelle qui s'offrent à domicile. Néanmoins, si je puis me permettre, ça devrait être réévalué, tout ça, là. Je sais pas. Tu sais, je veux dire, t'as un adulte avec une démence qui est déclaré inapte et qui fait je sais pas combien de sel dans ses couches. Si tu as de l'incontinence urinaire et fécale, tu vas avoir droit à un service d'aide au bain 2 fois semaine seulement et les professionnels de la santé surchargés vont avoir de la misère à respecter ce nombre minimal qui est pourtant un droit essentiel humain. Ouais, c'est ça, là. Il y a bien des affaires à modifier, dont les fameuses balises. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut trouver d'autres solutions. Puis on peut pas rester dans des solutions qui marchent toujours pas depuis la nuit des temps. Là, ils parlent d'innovation, là. Dans la politique nationale, j'espère qu'on va en voir de l'innovation parce que ça fait longtemps qu'on roule sur des vieilles idées qui ne fonctionnent pas. Puis comme ça pue! Fait qu'en troisième position, on parle des services aux personnes proches aidantes. Puis ça, j'ai souligné, puis j'ai demandé où. Les services offerts directement et spécifiquement aux personnes proches aidantes,
excuse-moi, quasi inexistante. Pour avoir des services, il faut que ton aidé soit accepté. Accepté selon des conditions émises par des humains qui ne vivent pas la même réalité que nous. C'est parce qu'on est mieux placé de définir les balises, là. Hein? Puis j'ai dit, regardez là, les beaux petits comités que vous avez faits pour faire la politique nationale. Là. 5 groupes de 45 minutes à 60 avec des groupes d'aussi peu que 8 personnes à 24 personnes, dont 2 de ces rencontres sont seulement avec une personne proche aidante. Ah, ça semble tout à fait pertinent. Plus comme, on dirait, vous vous en foutez, là. Il y a où le respect de vos partenaires essentiels? Hey, je me sens un peu passive-agressive aujourd'hui, moi, là. Je suis dans ma phase lutéale, excusez-la. Puis en 4e position, c'est le soutien technique et technologique. Donc, ça a le rapport à tout ce qui est l'appareillage, les équipements à domicile, l'adaptation. Puis ça, ben, il y a encore des modifications à faire, hein, parce que le programme d'adaptation domiciliaire est encore en suspens. Ouais, encore. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Hein? Ah, c'est une bonne question, je me le demande. Après ça, ils disent que dans la communauté, il y a des services complémentaires qu'on peut retrouver comme via des organismes communautaires, qui sont aussi des grands partenaires. Mais c'est drôle, hein? Est-ce qu'il n'y a pas de subvention qui rentre pour les organismes communautaires? Moi, je travaillais dans bien les organismes communautaires à 15$ de l'heure. Puis je pense pas que c'est normal que nos partenaires essentiels vivent avec des pinottes. C'est ça, là. Oh, ouais. Non, il faudrait faire quelque chose à ce niveau-là, s'il vous plaît, parce que ça fait pas de sens. Ça va faire. Là, il donne des exemples, il parle il y a des services de livraison à domicile de repas chauds, la popote roulante. Il y a de l'accompagnement pour des rendez-vous médicaux ou pour utiliser des transports ou pour effectuer des appels ou des visites d'amitié ou des menus travaux qui incluent des tâches. Mais ça, ce sont tous des services qui sont offerts à moindre coût, mais qui, à la longue, en plus de toutes les démarches que ça te prend pour avoir accès à cette exonération financière-là qui te donne droit à ces services-là, qui est complètement épuisant, soit dit en passant, ben, tu te retrouves à genre accumuler tous ces frais-là de tous ces services-là, puis ça devient plus juste à moindre coût. Ça devient une situation d'appauvrissement des personnes vulnérables. Encore et encore. Ça suffit. Ça suffit. OK. En 8e. Non, excuse-moi. À la page 8, on a utilisation des soins et des services de soutien à domicile. Ils disent l'augmentation de l'offre et de la demande en soins et services de soutien à domicile a vraiment augmenté. Ben oui, mais c'est parce qu'on le savait, là, hein, que la population allait vieillir, qu'on allait avoir une masse de baby boomers, puis qu'il fallait vraiment absolument prévenir. Puis là, ben regardons ça, toi. On est quand même à dernière minute, quand ça fait longtemps qu'on a eu le temps de brainstormer là-dessus. Je dis on, mais je m'exclus, parce que je fais pas partie du problème. Puis là, après ça, il nous donne un tableau encore absolument impertinent. Des horloges avec des chiffres qui veulent absolument rien dire sur des périodes de temps, donc on s'en torche. Regarde ça, là. Je t'amène à la fin de la page, le dernier paragraphe, ils disent que le soutien à domicile vise toute personne vivant avec une incapacité qui l'empêche d'exécuter seule des activités de la vie domestique et quotidienne. Puis là, tu sais, je veux dire, ben, je vais mettre un bémol là-dessus, hein, parce que c'est pas tout le monde qui peut bénéficier de vos services de soutien à domicile parce que vous mettez des balises absolument tranchantes. Je comprends qu'on a besoin de balises, qu'on a besoin que ce soit encadré, mais il faut réévaluer, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la raison pour laquelle les gens n'utilisent pas les services puis que vous pensez qu'il faut trouver d'avance qui va avoir besoin des services, c'est justement parce que ces services-là n'existent pas. Parce qu'ils existaient, je te jure qu'il y aurait du monde qui les utiliserait puis qu'il y en aurait des stats à ce sujet-là, tu sais. Peut-être qu'on devrait demander à l'observatoire de je sais pas quoi, là, de la proche aidance, de nous faire des belles stats là-dessus. Ça devrait être une priorité. Merci. Après ça, ils nous font 4 petits paragraphes sur les conditions qui mènent à une incapacité. Puis tu vois, mon problème avec ça, c'est que
Je veux plus que ça, là. Je veux plus que quatre paragraphes sur les conditions qui mènent à une incapacité. J'aimerais ça qu'on présente les personnes proches aidantes, qu'on présente le type, le rôle, les personnes aidées, les différentes responsabilités, puis le pourcentage de leur implication directe sur l'aide à domicile et l'impact que ça a sur tout le système de santé québécois au complet. C'est ça là, que je veux voir dans votre document. C'est comme démontrer que vous avez vraiment fait des recherches. Parce qu'on se sent pas comme des partenaires, là. C'est ça, là. On va te dire ça de même. On se sent pas partenaire, là. On a plus l'impression que vous abusez de notre obligation d'aider ceux qu'on aime. Puis c'est plate. Ça, c'est pas le fun. On aimerait ça change, s'il vous plaît. Merci. Au deuxième paragraphe, ils disent en 2024, 40% des personnes âgées de 85 à 89 ans ont reçu des services de soutien à domicile et c'était une proportion de 60% des personnes de 90 ans et plus. Après ça, c'est un des seuls endroits qui vont parler d'enfants. Les enfants et les jeunes qui ont des incapacités représentent une population qui peut être vulnérable. Non, ils ne peuvent pas être vulnérables, ils sont vulnérables. Rectifiez ça, s'il vous plaît. Des besoins de soutien à domicile en réponse à leurs besoins, parfois complexes. Non, souvent complexes. Merci. Et puis après ça, ils sont genre, ces services sont importants pour leur développement. Raison pour laquelle il faut intervenir précocement et c'est là-dessus qu'il faut mettre de la prévention. C'est eux qui devraient être, c'est les enfants différents et les familles à besoins complexes qui devraient être cherchés, si vous devez tant chercher. Ils disent pour alléger le surcroît des responsabilités des membres de la famille qui sont souvent des personnes proches aidantes. Non, qui sont probablement, voire fortement des personnes proches aidantes. Je sais pas qui a écrit ça, là, mais Colin de bien. Colin de business. Ensuite, à la fin de la page 9, ils présentent les profils d'intervention des personnes qui reçoivent des soins et services à ce domicile. Puis tu vas dire, ben c'est direct là qui t'en parlait, c'est direct là ce que tu demandais. Ben non! Il n'y a aucune statistique, il n'y a aucun pourcentage. Ce n'est qu'au final des profils d'intervention. Fait qu'ils nous disent, en gros, là, il y a les personnes âgées, les services court terme, la déficience intellectuelle et l'autisme ensemble. Les personnes âgées, mais de services court terme, puis la déficience physique, puis les soins palliatifs. Mais il n'y a rien d'autre. Pas de pourcentage, pas de statistiques, rien. Puis pourtant, à la page 10, là, il nous présente encore un beau petit tableau qui ne veut pas dire grand-chose, qui dit que le soutien à domicile pour les personnes âgées, c'est le programme qui demande le plus d'interventions à domicile pour 53%. OK? Puis après ça, ils disent on a 12% que c'est des personnes âgées, mais c'est du court terme, suivi de 9% en déficience physique. C'est ces gens-là en déficience physique qui auraient besoin, avec les personnes âgées, du plus de services à domicile. Mais l'affaire, là, c'est que les parents d'enfants à besoins différents, là, leur réalité, c'est que ça prend du temps aux enfants que les diagnostics soient trouvés, annoncés, abordés. C'est ça, là, on est laissé tout seul, complètement tout seul. Puis ça le démontre. Le fait qu'il n'y ait rien là-dedans valide à quel point on est invalidé dans notre rôle de proche aidant au Québec. Puis ça commence à frotter, là, tu sais, ça irrite. Ah si, ça irrite! Juste après ça, ils disent, par ailleurs, dans cette même analyse de profil d'intervention, blabla, on constate que le nombre de personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou qui ont l'autisme est en forte croissance. Ben, au moins, vous le savez. Maintenant qu'on le sait, on peut-tu faire quelque chose sur le sujet, là? Après ça, ils disent, les personnes de moins de 65 ans avec des profils d'intervention DI, autisme et court terme représentent aussi une part importante de ceux qui ont des profils d'intervention uniques. Mais on s'en fout des profils d'intervention uniques. Nous, là, on s'en fout
Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de profil d'intervention unique, c'est pas vrai. Il y a tellement des besoins dans toutes les directions que c'est faux de penser qu'on peut correspondre à une seule catégorie. Moi, mon fils, il a une déficience physique, puis il est autiste. Puis vos services, vous les offrez en sillon. Là. Ils sont là, il y en a un là, puis il y en a un là, puis assis, ils ne peuvent pas se croiser. Mais vous le savez pourtant qu'il y a de la comorbidité. Vous le savez que c'est pas rare qu'une déficience physique vienne avec des troubles neurologiques. Vous le savez. Fait que c'est quoi, là? Vous nous faites quoi? Viens ici, viens ici, viens ici. Vous nous faites quoi? Puis regarde ça, le beau tableau qu'on a, là, c'est ça. Tu vois-tu, là, cette affaire, trois choses? On comme à 6 000 l'année. Puis ça, qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'est des profils d'autistes. C'est juste ça. Ils sont genre 6 000 à 2024 à 2025. C'est ça, vos statistiques puis vos diagrammes? Hey, j'étais à 2 doigts d'être en beau. Moi, là! Laissez-moi boire ma colère. J'ai ça être au sol parce que j'ai froid, là. T'sais, j'ai fucking froid, là. Ça me fait shaker. À la page 11, au 3e paragraphe, sous « Qui offre des soins et services », j'ai souligné « Le soutien à domicile s'appuie sur la contribution de plusieurs prestataires et acteurs de la société qui collaborent. À ce titre, en plus des équipes d'intervenants et professionnels des établissements, les partenaires principaux du soutien à domicile sont les personnes proches aidantes, les entreprises d'économie sociale en aide familiale, les organismes communautaires, les RPA, les groupes de médecine familiale, les cliniques médicales et les ressources intermédiaires et de type familial, ainsi que toute personne embauchée via le chèque emploi-service désormais nommé l'allocation autonomie à domicile, ainsi que des entreprises privées puis les soins du réseau. Je trouve ça cute qu'ils mettent les personnes proches aidantes en premier, mais qu'on est toujours et encore considérés comme des gens qui est tout à fait normal, qui sacrifient leur vie pour prendre soin de quelqu'un. Si c'est normal, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi toi, tu le fais pas? Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est des situations qui nous arrivent dessus, qu'on n'avait pas prévues, qu'on fait avec, mais on a besoin d'aide pour naviguer, là. Si je me sacrifie jour et nuit pour la personne que j'aime, puis que ça fait économiser l'État, mais que ça me tue à petit feu. C'est une question sincère, là. En tout cas. Puis c'est juste que je trouve que c'est pas normal de traiter nos partenaires essentiels comme de la merde. J'aimerais ça que les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile soient mieux payées. OK? Je sais là, que vous avez dit que le chèque emploi-service, maintenant devenu l'allocation je sais pas quoi, là, ça passe de 20 $ de l'heure à 21 piastres de l'heure. 1 $. Dans cette économie absurde. On est tannés de se faire niaiser, nous autres là. Après ça, le paragraphe juste après, ils disent « Les personnes proches aidantes sont des partenaires essentiels au soutien à domicile. Au Québec, en 2018, près de 1,5 million de personnes de 15 ans et plus ont agi comme personnes proches aidantes, dont 20% sont des personnes âgées. » Oui, parce que c'est une réalité. Il y a une bonne partie des personnes proches aidantes qui sont eux-mêmes des personnes en situation de handicap. J'ai déjà dit dans mes vidéos qu'une personne proche aidante souvent a besoin d'elle-même un proche aidant. Puis c'est vrai! C'est quoi, dans le cadre de mon travail, j'en ai vu des horreurs, j'en ai vu du désespoir, puis j'ai surtout vu des personnes négligées par un système qui est désuet et négligent. Puis je trouve ça plate d'utiliser ces termes-là, mais c'est les bons termes et je ne vais pas me cacher pour les utiliser parce que c'est la vérité. Le système, je crois pas qu'il y a quelqu'un qui a une mauvaise intention puis qui était comme « Je ne veux pas que ça se passe de même, des vrais sorciers qui sont comme des méchantes personnes. » Non, je dis juste que là, c'est rendu trop gros la machine. Il faut prendre le temps.
d'écouter les personnes concernées. Puis peut-être ça prendrait plus de ministres concernés pour porter notre cause. Que ce soit les gens concernés qui se concertent pour représenter mes droits en tant que personne proche aidante et celle de mon enfant en situation de handicap. C'est ce qu'on mérite. Je pense que c'est ça qu'on mérite. Puis que c'est la moindre des choses. Vraiment. Un peu plus loin dans le paragraphe, ils disent « Le soutien apporté par les personnes proches aidantes peut être continu ou occasionnel, à court terme ou à long terme, toujours offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable. » Pardon? Ah, j'ai envie de vous entendre plus sur le sujet. Ça a l'air, ma foi, intéressant ce que vous dites, mais pourtant, c'est à l'encontre de ce que je pense moi-même en tant que personne proche aidante. Ah, c'est à 2 doigts de me rendre complètement folle. Oh mon Dieu! Ah ben oui, c'est certain. Moi là, j'ai un enfant handicapé ici à la maison. Je peux, demain, si ça me tente, appeler CLSC puis dire moi là, en tant que personne proche aidante pour mon fils là, je désire de façon libre et éclairée révoquer ma position et demander à ce que quelqu'un d'autre s'occupe de mon enfant. Mais c'est ça là, ça fait pas de sens hein, parce que c'est pas vrai que c'est révocable. C'est pas vrai. Ça, là, d'utiliser des mauvais termes, c'est irrespectueux. Ensuite, ils disent, il peut entraîner des répercussions financières pour les personnes proches aidantes ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. On est content que vous le sachiez. On voit ici que vous avez mis entre parenthèses aussi, tu sais, que comme ça, c'est basé sur la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes sortie en 2020. On est content que vous le sachiez. Maintenant, on aimerait ça qu'on intervienne sur le sujet, là, tu sais, qu'on favorise le changement. OK? Je te serre la main. On le fait. Le fait que les intervenants... Mes chats se battent. Hey! Mon bon bébé, t'es-tu correct? Oh mon Dieu, j'ai tellement eu peur, mon amour. Comment tu t'es fait ça, mon amour? Oh mon Dieu, j'ai tellement eu peur. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma douce? T'es complètement margeau? Mais oui, tu t'es fait tellement mal, mon amour. Oh mon Dieu, tu vas tuer ta mère. Salut, Pénette. J'ai tellement eu peur, là. Mon chat a failli... il passe. Et moi, j'étais sûre que mon chat allait crever, là. Je sais pas, tu sais, j'ai un vieux chat, 18 ans, ma doudoune, puis... je sais pas, tu sais, j'étais arrivée, je l'entendais miauler, là, je me disais, il se battait peut-être parce que je l'entendais vraiment comme... Puis il avait pas ça souvent, là, fait que là, je suis allée voir, puis là, elle était sur le coin du divan, le long du mur, puis elle était là... Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, t'es en train de faire un AVC, crise cardiaque, faut que je l'amène au vétérinaire, puis comme, fuck ma vie. Mais finalement, je sais pas comment qu'elle a fait son compte, mais elle avait sa griffe de poignée dans sa lèvre, puis elle était là, de même. Elle me criait à l'aide. Fait que, bébé, je suis là. Fait que j'ai sauvé sa vie. Un héros. Fait que là, j'ai aucune idée d'où c'est que j'en étais, fait que je vais repartir. On va tout recommencer, la politique au complet. Non, c'est une blague, ça ne se fera pas ça. Hein. Hey. Non, merci. Bon, où c'est qu'on en était? Ah oui, c'est ça. Tu sais, à la page 11, ils disent qui offre ces soins et services. Puis ils sont comme ah oui, c'est ça. Fait qu'on a plusieurs prestataires et acteurs de la société. Là, tu sais, il y a les professionnels, les intervenants, les partenaires principaux comme les personnes proches aidantes et les entreprises d'économie sociale. Puis c'est comme,
C'est ça, là. On est les deux premiers partenaires principaux, puis il y en a un, les organismes communautaires, qui vivent avec des peanuts. Puis il y en a un autre qui survit avec strictement rien. Puis là, il y en a un qui est comme, avec mes peanuts, m'a t'aidé. Puis celui-là, il est comme, ah, j'aimerais bien ça, mais ce qui existe déjà vaut pas vraiment la peine, là. C'est inadéquat pour mes besoins. Fait que là, c'est ça que ça fait, là. Si les organismes communautaires sont si importants que ça, là, en tant que partenaire, ben subventionnez-les, s'il vous plaît. Je sais pas combien il y a d'organismes communautaires qui survivent avec des peanuts, mais je sais que c'est la majorité. C'est la majorité et c'est aberrant. Puis c'est comme ça que vous traitez vos partenaires essentiels. Not cool, Raoul. Après ça, à la page 12, je t'amène en bas. Et c'est dans comment ces soins et ces services sont-ils rendus, t'sais. Puis, je t'apporte à le programme de soutien aux familles. Ils disent que c'est des diverses mesures sous forme d'allocation directe pour acheter des services de répit, de gardiennage, de dépannage et soutenir le rôle parental dans l'appui aux tâches quotidiennes. Tu peux utiliser cet argent-là seulement pour du répit, OK? Mais tu peux l'utiliser pas comme toi tu as besoin pour ton répit. C'est que j'aurais aimé ça utiliser cet argent-là pour payer des services privés, comme de l'orthophonie à domicile, de l'ergo ou de la physiothérapie à domicile. J'aimerais ça l'inscrire à des cours spécialisés. Ça sert pas à ça. Puis c'est niaiseux que ça serve pas à ça. Ça devrait être une possibilité et je pense qu'on devrait réévaluer ça. Après ça, je t'emmène à la page 13. Il parle de l'allocation autonomie à domicile qui était anciennement le chèque emploi-service. Pourquoi encore changer les termes? Ça fait pas juste mélanger tout le monde, ça mélange les professionnels qui sont absolument surchargés, puis on leur envoie ça bien basique rapidement dans leur courriel. Ah, ça s'appelle comme ça maintenant, bonne chance! Ça marche pas. Je comprends qu'on change pour des bons termes, on peut pas juste changer les mots, faut changer la formule. C'est ça, là. Fait qu'en gros, c'est quoi le chèque emploi-service? C'est que, auparavant, on avait droit, en tant que personne proche aidante, de demander au CLSC de, selon notre situation, nous octroyer un nombre d'heures, selon les besoins, pour avoir accès à ce programme-là. Et ce programme-là, c'est le CLSC qui engage des gens, n'importe qui, OK? Donc, moi, je deviens employeur via le chèque emploi-service qui vient du CLSC et j'engage n'importe qui pour s'occuper de la prunelle de mes yeux, mon enfant autiste non-verbal vulnérable. Ils ne savent strictement rien de l'autisme, des déficiences physiques et de comment fonctionne le système. Nos aidés, s'ils ont le droit à la dignité, méritent des gens formés pour s'occuper d'eux. Parce que ça, c'est favoriser le bien-être des gens, le lien de confiance et surtout la sécurité à domicile. Parce que moi, en tant que parent, je trouve pas ça très responsable de laisser mon enfant vulnérable avec un inconnu dans ma maison. Je pense que n'importe qui à ma place pense la même chose. Puis non, c'est pas mieux quand c'est ton parent. C'est pas mieux de laisser ton parent dément à un inconnu non formé. C'est pas normal. J'en ai des solutions que je vais proposer à la fin de cette vidéo-là par rapport à ce point-là et je pense que c'est un gros point. C'est important qu'on s'y penche. Et là, dans le fond, ce qu'ils nous proposent, c'est que auparavant, nous qui étions employeurs, on pouvait pas recevoir ce montant-là pour notre travail de proche aidant. On avait seulement le droit d'engager n'importe qui, incluant la famille, mais nous, on ne pouvait pas recevoir cet argent-là. Là, ça a changé. Ils disent, ben oui, vous allez pouvoir avoir le petit 21 heures de dollars par heure, mais sous quels critères?
Déjà, là, c'est tellement pas le fun d'être dans une position d'employeur parce que c'est une tâche supplémentaire. En tant que technicienne en travail social qui a travaillé aussi à domicile, je le sais, là, qu'aux 3 mois, on est appelé à appeler les gens pour dire « On va être obligé de couper les heures auxquelles vous avez droit, là, parce que ça marche plus. » Ça nous brise le cœur, là, d'enlever des heures nécessaires aux gens. Ils sont en désespoir, puis ils pleurent au téléphone. Puis c'est comme... L'ordre qu'on a reçu, c'est que on coupe partout où ce qu'on peut couper, puis là, il faut couper. C'est inhumain. C'est inhumain de faire ça. Il doit y avoir des meilleures stratégies que ça. Je suis convaincue qu'on peut brainstormer quelque chose là-dessus. Encore à la page 13, dans le point 1.3, il présente 4 défis du soutien à domicile. Sont comme, OK, un des défis, c'est l'écart entre l'offre et la demande. Ben oui, imagine-toi donc, les besoins sont grandissants avec la population vieillissante. Mais je te l'ai dit, là, on l'avait vu venir. Fait que c'est quoi ton excuse? Après ça, en deuxième, ils disent un manque d'intégration des services. Puis ils font un beau paragraphe pour expliquer que c'est le problème de partage et échange de communication, puis le fait que les programmes travaillent en sillon et se lancent la balle. Ah non, ça t'a plu, c'est mon interprétation personnelle. En troisième, place des défis du soutien à domicile, un besoin d'ajustement stratégique. C'est un beau paragraphe pour nous dire qu'ils vont surveiller plus, couper plus, puis serrer la vis plus. Fait qu'il va y avoir plus de services disponibles, mais encore moins de gens qui vont y avoir accès. Puis si c'est ça, ça pue! Et puis à la page 14, ils finissent avec le 4e grand défi du soutien à domicile qui est une transformation essentielle. Parce que le soutien à domicile arrive à un moment décisif. Ouais, pourquoi c'était si long, là? Comme cela a été souligné précédemment, tous les intervenants, tous les professionnels, les gestionnaires et les acteurs de l'écosystème du soutien à domicile et de la société sont conviés à cet effort. Tout le monde est convié, mais il n'y a pas un hostie de chat, là. Comment ça se fait? Et là, je t'amène à la page 15, puis c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est 2 points. Consultation. Au début de l'année 2025, le ministère a entrepris une vaste consultation en vue de l'élaboration de cette politique nationale du soutien à domicile. Des entretiens individuels et des discussions de groupe avec des usagers des services de soins à domicile et des personnes proches aidantes ont été réalisés dans différentes régions du Québec. Dans l'annexe 3, tu peux trouver là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Composition des groupes de discussion et des entrevues semi-structurées. Ah, j'aime le mot semi-structuré. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Fait qu'ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont fait 5 groupes de discussion et entrevues semi-structurées. Hey! C'est une vaste consultation, ça, là! Il est là, le manque de respect, mesdames, messieurs. Il est là, le manque de respect. Écoute ça. Dans la région de Montréal, une discussion de groupe de 60 minutes avec 24 usagers. Puis ils disent, entre parenthèses, il y avait 8 personnes avec un léger trouble neurocognitif majeur. Il y avait 8 personnes avec une déficience physique, c'est pas lesquelles. Puis il y avait 8 personnes avec des problèmes de santé mentale, tu devineras. Puis on est comme, OK, fait, t'es en train de me dire qu'il y avait 24 usagers, on sait pas c'est qui puis pourquoi ils ont été pris, puis ils ont parlé pendant 60 minutes. Puis c'était semi-structuré. Ah, mais attends un peu, c'est pas mieux, là. Dans la région de la capitale nationale, il y a une discussion de 60 minutes avec 16 usagers. 8 avec un léger trouble neurocognitif majeur. 8 avec une déficience physique ou une maladie chronique. C'est à toi de deviner. Donc, une discussion de 60 minutes avec 16 usagers. On ne sait pas pourquoi eux,
c'est qui eux et si leur connaissance était assez importante sur la proche aidante et le système de santé pour apporter des idées innovantes ou soulever des questions importantes. Après ça, dans la région du Bas-Saint-Laurent, il y a eu une entrevue semi-dirigée de 45 minutes. Mais non, pourquoi faire 1 heure? Là? On va, 45 minutes, pas juste ça à faire, c'est juste le temps d'un petit dîner, là. On a vu 6 usagers. C'est tout, là. C'est tout. 6 usagers. Il y en avait 4 avec un trouble neurologique majeur. Il y en avait un avec l'autisme. Puis il y en avait un avec une déficience physique. Puis il y avait 4 proches aidants. Et ils représentaient tout le Bas-Saint-Laurent, eux autres, là. OK. Ensuite, dans la région de la Chaudière-Appalaches, il y a eu une entrevue semi-dirigée de 45 minutes avec une personne proche aidante. Une. Et puis, dans la région de la Mauricie, qui est la dernière rencontre semi-structurée et semi-dirigée qu'ils ont eue, ils ont fait un 45 minutes de plus avec une personne proche aidante. C'est pas plus drôle, là. C'est rire du monde et c'est inacceptable. Si je suis même plus capable de rire. Tu sais, moi, ce que je veux savoir, c'était quel type de proche aidant, pour quel type d'aider, c'était quoi leur situation, est-ce qu'ils sont pertinents, connaissent-tu le système de la santé, est-ce qu'ils représentent bien nos droits et nos besoins? Je veux quelqu'un qui représente mes besoins. Il y en a plein. Sont où? Vous les utilisez pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous vous en foutez? Parce que c'est ce qu'on ressent. Et ça, c'est pas une façon de traiter ses partenaires. C'est à se demander si vous avez lu les 49 mémoires déposées. J'ai pas l'impression que vous les avez lus, hein? Parce que, ou du moins, j'espère que vous les avez lus. Parce que c'est certainement pas sur les groupes semi-structurés que vous avez eu des informations pertinentes pouvant vous guider, là. Puis ils sont comme, des entretiens individuels et des discussions de groupe avec des usagers puis des proches aidants ont été réalisés dans plusieurs régions du Québec. Tu sais quoi, moi, ce que je pense, c'est que ces discussions-là, ils devraient être médiatisées puis impliquer la population, la population qui est concernée. On veut des gens qui savent de quoi ils parlent pour nous représenter. C'est ça qu'on veut. Point sur la table. Bon. Puis il ose dire que cette démarche de consultation a mis en lumière des demandes et des attentes de la population. Lesquelles? Parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans qui parle de mes besoins, moi, en tant que personne proche aidante, puis pourtant. Fait que comme tu as vu aussi, il n'y avait pas de personne proche aidante qui est parent d'enfants différents. Puis il y avait très peu, voire pas du tout, de personnes avec le trouble de spectre de l'autisme, de parents proches aidants ou d'enfants avec des déficiences, de parents d'enfants en déficience physique. Il n'y avait rien de ça. C'est pas pris en considération. Ça veut dire que vous ne connaissez pas les proches aidants. Vous ne connaissez pas le profil de vos proches aidants. Comment voulez-vous, dans ce cas-là, connaître leurs besoins? En aucun cas, on parle des types de proche aidance et des types d'aidés dans un document qui parle de soutien à domicile. On veut de la place pour les familles à besoins complexes. Puis à la fin de ça, ils disent, au terme de ces consultations-là, ça s'est fait le 14 mai 2025, il y a eu une journée de concertation dans laquelle plus de 400 personnes ont participé à la mise en commun des enjeux soulevés durant la première phase de consultation afin de développer ensemble une vision pour le soutien à domicile. C'est qui ces 400 personnes-là? C'est qui? Puis pourquoi ils étaient là? Puis 400 personnes, là, pour parler des plus grands enjeux. Hey, bonjour la compréhension. Y avait-tu quelqu'un pour faire comme, non Monique, c'est pas ton tour, parce que je suis pas mal sûre que vous en avez eu besoin, là. Puis de toute évidence, ça n'a pas amené grand-chose, parce que ce qu'il y a là-dedans, it's a joke. It's a pretty joke. And it's not funny. À la page 16, ils disent que la vision de la politique s'inspire de ces consultations.
Ben, ça paraît. Ils disent que ça leur a mis en lumière l'importance de considérer ceci, de rendre plus simple le parcours dans le soin et les services. L'équité quant à l'accessibilité et les coûts des soins, quel que soit le lieu de résidence. Puis ça, c'est vrai parce que souvent, c'est une question de région. Puis là, tu déménages, puis tu perds tous tes services, puis ça prend des délais épouvantables et il n'y a comme pas de suivi de dossier. Ils transfèrent comme pas les dossiers. C'est comme s'ils repartaient à zéro. C'est pas efficient. C'est pas innovateur. Puis c'est important, là, ce troisième point, innovation fait partie de la politique. Fait que ça, là, on va se pencher là-dessus, hein, guys? Après ça, ils disent, la continuité relationnelle, on veut limiter le roulement d'intervenants à domicile. Puis j'ai écrit, lol. Tu sais, je veux dire, oui, c'est un objectif, ça, c'est certain. Mais on veut des moyens. Qu'est-ce que vous allez faire quand les employés du réseau sont complètement épuisés puis en arrêt perpétuel de maladie? Je suis contente que vous avez vu ça un problème. Je suis contente, mais comme il faut faire quelque chose avec ça. Ils disent la participation des usagers et des proches aux décisions qui les concernent. En gros, ils veulent impliquer davantage les gens, donc les aider et les proches aidantes, dans les décisions qui les concernent. Viens ici. C'est parce que ça aurait dû être ça depuis longtemps, là, ça, franchement, là. C'est parce que c'est ça, vous êtes tellement habitués à parler pour les autres puis à prendre des décisions pour les autres qu'on est pogné à ça, là, puis comme c'est assez, ça a fait son temps, OK? On arrête ça, là, ça suffit. C'est vraiment, tu sais, là, après ça, c'est genre organisation, coordination, transformation. C'est tous des termes administratifs qui ne viennent pas d'idées de génie venues des consultations. Là. Évaluation de la satisfaction des usagers et des personnes proches aidantes. Ben, moi, te le dire tout de suite, on n'est pas satisfait. De l'innovation, ça serait des nouveaux services améliorés et réévalués. Ça serait de mettre des objectifs précis. Puis il n'y en a aucun là-dedans. Ça, c'est juste des belles tournures de phrases. Toc, toc, qu'on s'en est rendu compte. C'est parce que ça paraît. Oh, j'ai froid. J'en ai longtemps, là. Il me semble peut-être que je parle trop, mais bon, c'est sûr. À la page 17, politique nationale de soutien à domicile, on s'en va dans le vif du sujet. Ils disent, dans Vision, dans le deuxième paragraphe, dans cette vision, l'usager est considéré comme un expert de ses besoins et un membre de sa communauté qui participe activement à l'élaboration de son projet de vie à domicile. C'est ça. J'espère que c'est vrai, ça. J'espère qu'on va profiter du fait que l'expérience d'être une personne en situation de handicap, puis l'expérience d'être une personne proche aidante, soit pris en considération parce que c'est vrai qu'on devient les experts. Puis quand on dit qu'on offre des soins non professionnels, ben pourtant, avec l'expérience et la formation, ils deviendraient professionnels et on pourrait vraiment aider le système pour vrai. On en reparlera là, à la fin. J'ai des recommandations par rapport à ça. Après ça, ils disent, pour impliquer les usagers à titre de partenaire de service, un établissement doit favoriser leur autonomie et responsabilisation vis-à-vis de leur santé, en effet, leur contribution aux soins et aux services qu'ils reçoivent et donnent, oui, en effet. 3. La mise en valeur des connaissances que développe l'ensemble des usagers par leur expérience de service reçue. Ça, c'est gigantesque. Oui. Si vous formez les parents d'enfants différents, et boy! Si on n'était pas épuisé, puis si on se faisait aider, on pourrait aussi redonner à d'autres familles qui sont dans les mêmes situations que nous. On pourrait aussi aider les proches aidants si on créait de l'emploi pour les personnes proches aidantes. Après ça, ils disent, la personne proche aidante est reconnue comme partenaire à part entière dans les décisions et les choix qui concernent la personne aidée. Elle est soutenue pour s'acquitter de son rôle qu'elle choisit de jouer. Non! Vous allez enlever le mot choix. C'est pas un choix d'être proche aidant. C'est une obligation qu'on fait par amour parce qu'on n'a pas le choix. À la page 18, ils annoncent les piliers de cette politique-là. Ça repose sur 3 piliers.
Le premier, c'est le partenariat, donc de reconnaître les personnes proches aidantes et leur aider comme étant des partenaires aussi. Mais ça commence par le respect, puis le respect ne se dégage pas de la politique. Fait que ça commence sur des bases un peu chambranlantes, on va dire. Ils disent l'accès en deuxième place. Ils veulent absolument que le CLSC soit l'entrée principale. À la fin du point sur accès, ils disent les services sont aussi accessibles aux personnes proches aidantes pour répondre à leurs besoins et diminuer le risque d'épuisement. Ça serait une priorité, puis ça aurait dû être inscrit dans la politique d'offrir des services spécifiques pour les proches aidants, incluant des services psychosociaux spécialisés pour cette réalité-là. J'en parle aussi dans mes recommandations et propositions afin d'aider le système de santé québécois. Et puis le dernier point, c'est innovation. Ils veulent absolument, améliorer les plans technologiques, cliniques, organisationnels, administratifs. Hey, moi, si je peux bien dire en affaires, c'est enfin. Enfin. Franchement, ça a tardé. Il est quelle heure? My God! Mais c'est parce que innovation, là, c'est tout le système qui devrait y avoir recours à l'innovation, OK? Le système juridique, le système scolaire, puis le système de santé, tout le système, ça serait le fun qu'on innove. Parce que définitivement, ça marche pas. À page 19, c'est juste les engagements gouvernementaux. Puis comme on sait qu'ils les respectent jamais, mais pourquoi j'y lirais, tu sais? Joke, je les ai lus puis c'était pas pertinent. C'est juste 3 mini-paragraphes qui veulent strictement rien dire. À la page 21, au premier paragraphe, ils disent « Les orientations de l'axe de prévention ont pour objectif de faciliter le repérage précoce des personnes qui pourraient bénéficier des soins et des services de soutien à domicile. » J'en ai parlé dans l'autre vidéo, là, mais comme ça, je trouve ça absolument niaiseux. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de prévention de style « je vais chercher qui a besoin de services ». Non, on n'en a pas besoin. Les gens dans les espoirs qui ont besoin d'aide, ils vont vous trouver. Je comprends que c'est un objectif. Ça ne devrait pas être un objectif majeur. C'est ridicule. Il y a plein d'autres types de prévention qui devraient être mis en priorité, comme sensibiliser sur la proche aidance, comme former le personnel à mieux discerner les familles à besoins complexes ou les gens en perte de capacité. En tout cas, cet axe vise également à donner aux personnes proches aidantes des moyens de prévenir leur épuisement et d'amoindrir les conséquences de leur contribution sur leur santé et leur bien-être et d'exercer leur rôle dans leur propre vie, bla bla bla. Bon, fait que là, on s'en va à l'orientation 1 qui est intensifier le repérage des personnes vivant à domicile et ayant des incapacités et le lien avec les soins et les services appropriés. Je t'amène au paragraphe 2. La dernière phrase dit « La sensibilisation et la formation d'employés et des bénévoles, des organisations et commerces à proximité sont bénéfiques pour les personnes qui les fréquentent et qui semblent avoir besoin d'aide, puissent être repérées et dirigées vers les services requis. » Ben, c'est exactement ce que je viens de dire, alors je suis contente. J'espère que ça va être fait pour vrai. Au 4e paragraphe, ils disent « La sécurité à domicile demeure un objectif prioritaire. » Ben, je suis bien contente, mais comment ça se fait que le programme d'adaptation domiciliaire est encore en suspens dans ce cas-là? Oh, c'est parce qu'on modifie... Ben, en attendant, on fait quoi? Parce que ça vous prend des années modifier les affaires, puis vous arrivez tout le temps avec des solutions vraiment basiques. Fait qu'on est censé faire quoi, là? À la page 22, ils parlent des initiatives à développer, puis ils parlent des travailleurs de milieu. Ils sont comme, ils sont importants. Eux autres, ils repèrent les personnes âgées qui ont des besoins dans les communautés plus vulnérables, comme dans la rue. C'est full important. Ils disent nullement comment ils les supportent, les travailleurs de milieu. Puis c'est quoi exactement l'initiative? Il va-tu avoir une idée là-dessus ou... je demande là, pour une amie. Et il parle aussi de la gériatrie sociale, puis d'à quel point c'est important, puis c'est un nouveau projet. Ben c'est ça, c'est 2 initiatives qui, encore une fois, ne concernent que la population vieillissante. Il y a plein d'autres aidés, puis il y a plein d'autres types de proches aidants.
C'est faux de penser que les proches aidants ne sont que pour les personnes âgées. À l'orientation 2 qui est favoriser le soutien des personnes proches aidantes afin de préserver leur santé et leur qualité de vie. Fait que là, après ça, genre au premier paragraphe, ils nous disent d'emblée, la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes est entrée en vigueur en 2020. Puis, ça engage l'ensemble de la société québécoise à se mobiliser afin de mettre en œuvre des actions solidaires et concertées pour faire connaître et reconnaître la contribution des personnes proches aidantes pour soutenir ces personnes dans leur rôle. Ça a l'air qu'on a une politique nationale pour la personne proche aidante qui est sortie en avril 2021. Il va falloir que je me penche là-dessus parce que ça doit pas être beau. Fait que depuis 2020, cette loi visant à reconnaître la personne proche aidante demandait une politique nationale pour les proches aidants, un plan d'intervention pour mettre en œuvre cette politique-là, la création d'organismes et d'instances spécifiques, la responsabilité et obligation gouvernementale pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes, une loi qui définit ce que c'est une personne proche aidante, mais elle ne donne droit à strictement rien. Fait que c'est un problème, ça, là. Et puis, de créer l'Observatoire québécois de la proche aidante. Puis là, 6 ans plus tard, on n'a aucune idée d'où c'est que ça en est, là. Aucune. J'imagine que l'Observatoire québécois de la proche aidante en a des belles statistiques à donner depuis les 6 dernières années. Ils sont où? Passif-agressif, je suis. En gros, ça nous donne un beau cadre légal avec rien d'autre. Dans l'axe 2, engagement et partenariat, ils disent que l'orientation numéro 3, c'est de déployer des conditions favorables à l'émergence d'une culture de partenariat dans l'ensemble de l'écosystème du soutien à domicile. Ma question, c'est pourquoi c'était pas déjà un objectif, ça, là? Tu sais, il y a des affaires dans la vie qui vont de soi, abracadabra. Il est essentiel qu'une posture de connaissance et de reconnaissance des missions, des expertises et des compétences de chacun des partenaires soit présente. Une confiance mutuelle entre les organisations impliquées, les intervenants et les professionnels est indispensable et doit être renforcée. Une réelle culture de partenariat s'installe en favorisant la complémentarité des rôles par des mécanismes de gouvernance collaborative, par une communication continue et un partage d'informations. C'est beau, elle est où la place des aidés et des proches aidants là-dedans? Parce que des mécanismes de gouvernance collaborative, puis de promettre une communication continue quand c'est littéralement un des problèmes principaux du réseau de la santé, la communication entre les différents partenaires, ça, c'est effectivement tout qu'un beau défi, là, tu sais. Puis je voudrais juste reparler aussi de comme, à ta peur, une confiance mutuelle. Ouais. Vous savez déjà que notre contribution au système de santé est énorme. Comment ça se fait que vous continuez d'abuser de notre santé mentale et physique sans redonner? Il ne peut pas y avoir de relation réciproque, de confiance basée sur le respect sans respect. Dans l'orientation numéro 4, à la page 25, ils disent impliquer les personnes et les proches à titre de partenaires au sein du continuum de services et de services de soutien à domicile. Je ne sais pas pourquoi ils les ont séparés. C'est comme, on est vraiment tous des partenaires à titre égal. Mais ils nous divisent. Il y a des petits indices. Hein? À la fin du premier paragraphe, ils disent mettre en valeur des connaissances qui développent l'ensemble des personnes par leur expérience de services reçus. On n'a pas juste de l'expérience grâce aux services qu'on reçoit. On a de l'expérience grâce à l'expérience au complet. Grâce à l'expérience de cette réalité particulière et complexe. Et elle mérite, cette situation particulière et complexe-là, d'être représentée par des gens qui la vivent, qui la comprennent et qui peuvent la représenter avec des connaissances valides. Ensuite, à l'axe 3, dans accès et coordination,
Je t'amène tout de suite à l'orientation 5 qui est d'assurer un accès simplifié à un temps opportun à des besoins et des services de soutien à domicile. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est un gros paragraphe pour dire comme oh, il faut simplifier l'accès, puis tu sais, on veut donner des bons soins pertinents au bon moment. Puis la seule chose de pertinente qu'ils disent là-dedans, c'est les pratiques d'évaluation des besoins des personnes, par exemple, diffèrent entre les établissements publics territoriaux. Ouais, ça, c'est un problème. On dirait, OK, que dans le système de santé, pour l'avoir vu de mes propres yeux en tant qu'intervenante sociale, c'est que les programmes sont tellement séparés qu'ils ne peuvent pas être mélangés ensemble. Si le DITSA est déjà là, tu peux pas avoir de déficience physique. Ben, c'est parce que moi, c'est ça ma situation. Mon enfant, il a les deux. Puis je reçois pas les deux services. Puis c'est pas normal qu'il y ait autant de gens seuls pour devenir des professionnels non formés, pourtant expérimentés, mais jamais être reconnus dans leur pertinence. Parce qu'on défend le droit d'humain qu'on aime. Et puis, ça vient avec une charge lourde émotionnelle. Puis je comprends qu'on n'aime pas ça, voir des gens pleurer, puis que la souffrance, c'est donc bien lourd, puis fatigant. Mais à un moment donné, la raison pour laquelle le système est loadé, là, hein, que les hôpitaux sont loadés, puis ci, puis ça, c'est parce que il est supporté par des gens qui se rendent malades à patcher les trous. Fait qu'aider les gens qui supportent le système de santé, c'est aider le système de santé. Il devrait y avoir plus de place pour ça dans cette politique-là, dans toutes les politiques. À la page 27, je t'apporte à l'orientation 6. Coordonner la trajectoire des soins et des services avec la collaboration de tous les partenaires. Qu'est-ce que j'ai dit là-dessus? Je t'amène à la page 28, première phrase au début. Pour que les ajustements appropriés soient coordonnés adéquatement et réalisés en temps réel, l'information doit circuler entre tous les intervenants, professionnels et prestataires impliqués sur les soins, les services et les besoins, ainsi que l'état de santé et de bien-être de la personne et de ses proches. En tant que professionnel de la santé, se tenir à jour dans un programme aussi énorme que le soutien à domicile, qui est en changement perpétuel et qui est absolument, comment je te dirais bien ça, croule sous le poids de la charge, on se retrouve à pas suivre les changements d'information. Parce que souvent, le roulement d'informations, c'est des courriels. Mais c'est parce que tu en as 50 courriels par jour. Puis tu te ramasses avec une journée au complet à devoir faire de la lecture alors que tu as zéro le mental disponible pour faire ça. Là. Parce que tu as plus de 100 dossiers dans des besoins immédiats et urgents à couvrir. C'est pas normal. Anyway, à page 28, après ça, ils disent au dernier paragraphe, c'est essentiel de revoir l'organisation clinique afin de mieux tenir compte des spécificités de chaque trajectoire, la trajectoire de longue durée puis la trajectoire de courte durée. Ben c'est le fun, on veut savoir comment à cette heure. C'est quoi là vos idées? Y en a-tu? Je peux-tu être là? À quelque part là-dedans, ils disent cela suppose un accompagnement attentif de l'usager et de la personne proche aidante à chaque étape du parcours de soins et de services. Puis, ben tant mieux. Puis j'espère que c'est vrai. On a besoin d'accompagnement spécifique, spécialisé. On a vraiment besoin, en tant que personne proche aidante, que vous compreniez que le fait de s'occuper d'une personne en situation d'handicap ou d'incapacité fait en sorte qu'on le devient. Nous, en tant que personne proche aidante, là, on devient une extension de cet handicap-là. Puis c'est très vrai ce que je dis. Puis ça devrait être observé pour l'Observatoire de la proche aidance du Québec. Là, t'sais. À la page 29, dans l'axe 4, Organisation clinique intégrée, je t'amène à l'orientation 7, qui est de promouvoir et implanter des modèles d'organisation de travail favorisant le renouvellement de pratiques cliniques et de soins de services de soutien dans le sol. Des soins non réglementés peuvent être essentiels au maintien à domicile, disent-ils.
Leur délégation à des intervenants formés qui ne sont pas des professionnels permet de réduire la pression sur les professionnels de la santé, d'accroître l'agilité des équipes et de maintenir un haut niveau de qualité de soins. Mais on exige pour la sécurité de nos aidés et leur dignité que ce soit des gens formés. Oui, c'est bien. Après ça, il explique que ça, c'est de comme employer plus de gens non professionnels mais formés pour offrir les services, ça va libérer les professionnels de la santé surchargés avec des activités cliniques afin qu'ils se concentrent plus sur leurs compétences professionnelles. C'est pas fou. Maintenant, on peut-tu utiliser l'expertise des personnes proches aidantes pour les employés? J'aimerais ça aussi quand même savoir c'est quoi l'activité clinique. Parce que moi, sincèrement, en tant que technicienne en travail social qui travaillait dans le soutien à domicile, ce que je peux te garantir, là, c'est que les pivots de dossiers techniciennes en travail social, ils nous traitent littéralement comme des secrétaires. Ils veulent qu'on soit en intervention à domicile le plus souvent possible, mais notre charge de travail est principalement la rédaction, les appels, puis il y a aussi tout l'aspect de la statistique. On met des statistiques sur nos interventions, mais ça, c'est à réévaluer parce que c'est censé être juste des services offerts à domicile. C'est pas représentatif. Afin d'ouvrir des nouveaux services pour appuyer le besoin puis ouvrir à des subventions ou à des budgets qui peuvent répondre à ce besoin-là. À la dernière phrase du paragraphe, juste avant activité de valeur ajoutée, ils disent visant à permettre à chacun de centrer ses activités dans le domaine d'expertise pour lequel il a été formé. Ils admettent un gros problème. Puis je suis contente de ça. Mais c'est ça, si tu le sais, il faut t'agir dessus. Les constats issus de ce projet révèlent une utilisation allant jusqu'à 41% du temps des travailleurs sociaux et plus, à 25% de temps infirmier consacré à des tâches sans valeur clinique ajoutée. Les infirmières et les travailleurs sociaux passent 25% à 41% de leur temps de travail à faire des activités qui n'ont rien à voir à faire avec leurs compétences professionnelles. Ça fait des années qu'on le dit. Puis à chaque fois, c'est non, tout le monde est correct, tout le monde est content, on fait du mieux qu'on peut. Ça prend donc bien du temps d'écouter votre population. Pourquoi? Je trouve ça aberrant qu'on gaspille des gens qualifiés sur des choses qui pourraient être faites par d'autres personnes. Puis en plus, nos professionnels de la santé sont complètement exténués, puis tout le temps à ça de partir en congé maladie, mais en plus, on leur dit, ben non, hey, fais donc 25 à 41% de tâches qui n'ont pas rapport avec ton emploi. Je suis contente de voir qu'ils l'ont vu puis qu'ils veulent agir dessus. Reste à savoir comment. Parce que c'est toutes des belles affaires avec zéro moyen, là, je te rappelle. Il parle de nouveaux titres d'emploi. Hein? Ben oui, tu sais, l'intégration de nouveaux titres d'emploi tels que des aides sociales et des courtiers de services contribuerait à une meilleure efficacité et à une qualité de service accrue pour les usagers du soutien à domicile. C'est tout ce qu'ils disent. C'est super important. Ça pourrait être méga grandiose comme changement. OK? On a 3 phrases, puis rien d'autre de tout le document qui parle de ça. Pourquoi? Après ça, ils disent élargissement de la pratique professionnelle. J'ai mis 2 points d'interrogation à côté de ça, là. De ce que je comprends, ils veulent miser sur élargir les pratiques professionnelles. J'ose espérer que ça a rapport à donner plus de pouvoir aux IPS, aux infirmières praticiennes. Hein? Ça serait le fun. Parce que les médecins, c'est ça, là, ils ont tout le goût de sacrer leur camp parce que notre système est complètement de la merde. Puis là, ils disent « Oh, on a une petite initiative à développer. » Écoute bien ça.
la paramédecine communautaire. Ils sont comme, ouais, c'est un service novateur qui favorise la création de liens interdisciplinaires puis contribue à renforcer la prévention, le dépistage, blablabla, blablabla. Cool! Comment vous appuyez cette initiative-là? La seule chose qu'ils disent dans le fond, c'est que la paramédecine communautaire implique que les techniciens ambulanciers paramédicaux investissent leurs compétences centrées sur le patient dans la promotion puis la prévention de la santé. Puis c'est vrai que c'est un beau projet. C'est juste que je trouve ça cute qu'ils nous mettent genre « Hey, on veut juste te rappeler qu'on travaille pour vrai des affaires. Regarde, on a une petite initiative là. » Après ça, je t'amène à la page 31, l'orientation 8. Améliorer la collaboration interprofessionnelle dont l'accès aux services médicaux. Ça, c'est vraiment cute, une orientation vraiment absolument magnifique, OK? Ils veulent que chaque intervenant et professionnel ait une connaissance claire des rôles et responsabilités et compétences des autres intervenants et professionnels. Hey, bonne chance! Ils sont surchargés, ils savent même pas ce qu'ils sont censés faire dans leur propre rôle. Puis tu veux qu'ils connaissent le rôle de tout le monde. Je peux te garantir que tu apprends sur le tas puis ça se fait tout seul. Mais à un moment donné, on est tous humains puis on n'est pas capable de suivre. Puis un des problèmes majeurs de la structure gouvernementale, c'est le manque de communication et le partage d'informations. Puis toi, tu es en train de me dire que tu vas t'attaquer au sujet. Ah ben tant mieux, je suis bien contente. J'ai envie de savoir comment, par exemple, parce que ça, c'est tout qu'un défi. Hein? Ah oui, ah oui. Au troisième paragraphe, ils disent que pour ce faire, dans le cadre des services de soins à domicile, ils font ça par un modèle de cellules de travail interdisciplinaire. Okay? Ils disent que ces cellules regroupent des intervenants et professionnels de différentes disciplines qui partagent un même secteur géographique et collaborent étroitement autour des besoins des usagers. Ces cellules, bien ancrées dans une approche de proximité, existent pour le soutien à domicile, mais leur implantation est inégale et non harmonisée. La vision actuelle est de confier un niveau d'autonomie élevé à une cellule pour que l'équipe puisse adapter des soins et des services aux besoins spécifiques de chaque usager grâce à une meilleure connaissance des ressources locales, à une coordination fluide des intervenants et à une meilleure qualité de décision clinique. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je connais les caucus. Hein? Dans le CLSC, comment ça fonctionne, c'est qu'en tant qu'intervenant, si tu es pivot dans un dossier, ton usager présente des besoins. Tu vas les évaluer à domicile. Tu reviens avec une évaluation, ça te donne un profil. Puis là, dans une équipe qui concerne l'usager, qui implique aussi des gens qui ne connaissent pas la situation, dont, mettons, la coordonnatrice ou du programme, ou, je sais pas, je me rappelle plus de dire le terme, là, mais bon. Puis là, tu présentes ton cas, tu dis que selon tes évaluations, il y a besoin de telle affaire. C'est sûr que c'était l'implantation, c'était nouveau, OK? S'il n'y a rien de parfait, il faut laisser le temps de commencer. C'était nouveau, les caucus, de ce que je te parle. Et tu dois défendre le cas de ton usager comme si tu étais un avocat en cours. Je te dis pas que c'est tout le temps comme ça, puis je te dis surtout pas que c'est encore comme ça à ce jour. Mais moi, c'est comment je me sentais et c'est ça que j'ai rapporté à mes employeurs à cette époque-là, quand je travaillais là, que je trouve ça terrible qu'on aille justifier des besoins d'usagers pour des services auxquels ils ont droit en se basant pas juste sur des balises. C'est de couper. Il faut que nous, les intervenants, on coupe quand les gens sont en plein désespoir. Ça aussi, c'est dur, là. C'est dur émotionnellement d'être un intervenant social dans le réseau de la santé. C'est excessivement difficile. Puis de donner autant de pouvoir à une petite cellule de professionnels, personnellement, moi, ça me fait peur. Parce que on est tous humains. Un individu qui a un mauvais comportement, une mauvaise journée,
OK? Ou qui, dans sa vie de tous les jours, présente, je sais pas, un moment d'incompétence, parce que ça arrive, on est tous humains, il faut arrêter de faire semblant que tout le monde est parfait, là, OK? Il suffit d'un leadership négatif venu de n'importe qui, peu importe le rôle dans ce groupe-là, pour que ça ait un impact sur les droits de l'usager. Et ça, moi, ça me rend mal à l'aise et ça me fait très peur. Et si on ne fait pas confiance au jugement professionnel et clinique des professionnels de la santé, pourquoi, dans ce cas-là, on donnerait plein pouvoir à une équipe multidisciplinaire qui, au final, va quand même être gérée par un gestionnaire qui reçoit l'ordre de contrôler les services? J'aimerais ça savoir. Puis sincèrement, s'il y a bien un point excessivement important que je veux apporter, c'est que la collaboration interprofessionnelle, je comprends que c'est professionnel puis que vous ne considérez pas que les personnes proches aidantes sont professionnelles, mais si vous voulez qu'on soit des partenaires, on doit être impliqué là-dedans. Fait que si vous voulez donner autant de pouvoir à une structure, à une petite cellule, ben cette cellule-là est mieux d'avoir un représentant au moins de l'usager de ses besoins. Ça ne devrait pas être un professionnel dans un caucus, d'avoir le plein pouvoir sur ces choix-là. Ça devrait être respecté selon des balises claires. Puis s'il est pour avoir du cas par cas, ce que je comprends qui est nécessaire des fois, ça devrait toujours être fait en collaboration avec l'usager et sa personne proche aidante. Toujours. Puis là, je sais, ils sont comme « Ah, mais c'est pour les services médicaux. » Bien, les services médicaux, c'est ça, ça concerne aussi l'usager et son prochain aidant. Merci. Ils disent que c'est encore peu connu et pas très attrayant pour les médecins de faire du soutien à domicile. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas faire de soutien à domicile? Il y a les téléconsultations aussi maintenant, je sais pas s'ils savent, là, mais oui, tu sais, ils disent ici, la technologie peut aussi jouer un grand rôle pour renforcer cet accès. J'imagine que c'est ça que vous appelez l'innovation, là, good thing you wake up. Ils disent, au 3e paragraphe, la réponse aux besoins médicaux des usagers qui reçoivent des soins et services de soutien à domicile a le potentiel de réduire les consultations évitables à l'urgence. Le risque d'hospitalisation entraîne une perte d'autonomie et de déconditionnement, la perte d'efficience de temps clinique pour les professionnels, dont les médecins, et une possible discontinuité des services. Oui, en effet, de mettre des soins à domicile, des soins médicaux à domicile, ça presse. Ça presse. Fait que je suis contente de voir que c'est déjà un peu dans des idées. Mais ma question reste encore et toujours, où sont la représentation des personnes proches aidantes qui sont des parents d'enfants différents? Rien à l'horizon, là. OK, fait que j'ai réalisé que c'est beaucoup trop long faire ça. Fait que je vais être obligée de le faire en une autre vidéo. Puis là, il faut que j'aille à la pharmacie chercher des pilules pour mon chum. Je te jure, lui, là. Fait que bye bye, à la prochaine!